vous avez résorbé 0,7% du déficit annuel en détruisant l'éducation nationale. Plus le groupe social est grand, plus les comportements égocentriques et individualistes sont exacerbés. L'ingénierie utopique doit invariablement réprimer la critique raisonnable. La tentative de faire le paradis sur Terre produirait invariablement l'enfer. Nous ne pouvons pas prévoir par des méthodes rationnelles ou scientifiques la croissance future de notre savoir scientifique. Nous ne pouvons donc pas prédire le cours futur de l'histoire humaine, nous dit Karl Popper. Nous vivons dans un pays paralysé, bloqué. Chaque tentative de réforme se heurte à un mur. La question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de comprendre pourquoi le système échoue. Je suis assez âgé pour me souvenir qu'on nous promettait ces réformes il y a 3 décennies. De droite, de gauche, du centre, et rien ne change. Pire, tout s'aggrave. L'école, l'hôpital, la justice, tous les piliers de notre société s'effondrent sous nos yeux. Alors, prenons le temps de faire un pas en arrière pour observer l'ensemble, plutôt que de se concentrer sur chaque engrenage qui coince. Arrêtons de regarder les symptômes pour analyser la maladie. Le problème n'est pas politique. Il n'est pas Macron, Hollande ou Sarkozy. Il n'est pas de gauche, de droite ou du centre. Le problème est structurel. C'est parti. Le cas d'école de l'école. Prenons le cas du plus gros ministère de la France, l'Éducation nationale. Attention, il ne s'agit pas de dire que l'enseignement n'est pas nécessaire, certainement pas. Il s'agit d'analyser pourquoi la France n'est pas réformable. Dans ce ministère, il y avait en 2024 1 218 100 salariés, dont 552 800 enseignants et 353 950 administratifs et aidants. Les conditions de travail des profs sont mauvaises, nous le savons. Les professeurs et les enseignants en France font partie des enseignants les moins bien traités de l'ensemble de l'Union européenne. Les salaires sont trop bas pour une charge de travail trop lourde. Ils n'ont pas le temps de se former aux évolutions des matières qu'ils enseignent et aux méthodes. Et l'éducation nationale n'a pas les moyens de leur en proposer suffisamment. Pour améliorer un tout petit peu ces conditions de travail, on pourrait essayer d'améliorer le pouvoir d'achat, en se concentrant juste sur les profs, pas sur les administratifs. Les profs galèrent dans leur classe et, en plus, l'éducation nationale a une grande difficulté à recruter. Alors faisons une toute petite augmentation. Une augmentation moyenne mensuelle de 100 € juste pour le personnel enseignant. Juste pour le personnel enseignant, cela fait 1,23 milliard d'euros de plus dans le budget seulement pour les salaires nets. Il faut y ajouter les coûts annexes pour l'employeur, l'État. Si l'augmentation ne passe que par des primes pour viser le coût le plus faible possible, le coût de l'augmentation passe à 1,258 milliard d'euros. Une très faible augmentation de revenus pour les profs, 100 €, conduit à plus d'1,2 milliard de dépenses de plus dans un pays déjà au bord de la faillite. Or, on le sait, aujourd'hui, l'heure est à la réforme et donc surtout aux économies. Le budget de l'éducation nationale est d'environ 87 milliards en 2025 en comptant les pensions. Le déficit public français est de 170 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 11% de l'ensemble des dépenses publiques. C'est comme si, avec un salaire de 1 500 € par mois net, vous dépensiez chaque mois 1 670 €. Au bout de 3 mois, vous aurez dépassé votre droit de découvert bancaire. Est-il possible de les trouver, ces 170 milliards? On va faire une toute petite réduction du budget de l'éducation nationale. Diminuons le budget de seulement 1,258 milliard d'euros. Peut-on imaginer 100 € de diminution du revenu des profs? C'est absolument inacceptable. Le coût de la vie est trop élevé pour une telle baisse de revenus. L'éducation nationale ne parvient déjà pas à recruter et souffre de nombreuses démissions chaque année. Ce phénomène va s'aggraver. On pourrait passer par une autre stratégie pour diminuer le budget de l'éducation nationale, en diminuant le nombre de postes. Si on choisit d'ignorer pour le moment le statut des fonctionnaires qui les protège, combien de postes faudrait-il supprimer? Il est très difficile de le calculer précisément car cela dépend de très nombreux critères. L'ancienneté, les primes, les pensions, les cotisations, les avantages, etc. On va faire simple. Partons d'un coût moyen total virtuel pour un poste de prof de 60 000 € par poste. Pour économiser les mêmes 1,258 milliard qu'avec une diminution de salaire de 100 € par enseignant,
il faudrait supprimer 21 000 postes d'enseignants. Cela représente 2,4% du nombre total d'enseignants, ou encore 83% des 25 234 enseignants de l'Académie de Paris, ou 50% des 42 000 enseignants de l'Académie de Rennes. Où allons-nous enlever les enseignants? Dans quelle ville? Dans quel village? Dans quel département? Dans une situation où déjà toute la France manque de profs, et certaines plus que d'autres. Sans compter que dans la réalité, avec ces réductions de postes, l'économie serait inférieure à 1 258 millions d'euros. Premièrement, l'énorme manque d'enseignants obligerait l'éducation nationale à payer de nombreuses primes et heures supplémentaires pour que les enseignants restants comblent les manques de personnel. Et il faut y ajouter les coûts de transition, soit toutes les dépenses temporaires liées au passage d'un ancien système à un nouveau. Réorganiser, boucher les trous et faire tourner la machine en même temps. Cela pourrait prendre plusieurs années. Maintenant, on va prendre en compte le fait que l'immense majorité des enseignants sont sous statut de fonctionnaires. Ils ne peuvent pas être licenciés. Les postes supprimés seraient donc avant tout des postes de contractuels. Ceux-ci sont les moins coûteux pour l'éducation nationale. Il faudrait donc en supprimer probablement beaucoup plus que 21 000, tout en se rappelant que dans l'immense majorité des cas, les contractuels sont recrutés pour combler un manque. L'autre solution serait de proposer aux enseignants de démissionner de la fonction publique en négociant leur départ, en proposant par exemple une prime qui représenterait 4 ans de salaire en échange de l'abandon du statut et de l'emploi garanti. Cela signifierait que l'économie n'aurait d'impact que plusieurs années après la mesure. De plus, cela créerait aussi, encore une fois, un besoin d'heures supplémentaires et de charges supplémentaires sur les enseignants qui restent. Mais au final, ce milliard d'euros, qu'est-ce que ça change? Vous avez fait que les profs sont désormais des travailleurs pauvres en diminuant le budget de seulement 1 258 millions d'euros. Et vous avez garanti un manque de profs pour des années, au moins peut-être bien une décennie. Vous avez fait une économie totale de 1,4% du budget de l'éducation nationale. Sur les dépenses publiques totales de 1 667,3 milliards en 2024, vous avez pratiquement détruit l'éducation nationale. Et en même temps, vous avez fait une économie équivalente à 0,7% du déficit public sur un an et de 0,075% du budget total de l'État français, c'est-à-dire 75 millièmes de pourcent. Si vous touchez un salaire net de 1 500 euros par mois et que vous êtes à découvert à la fin du mois de 100 euros, c'est comme si vous aviez remboursé 70 centimes de votre découvert et diminué votre budget mensuel de 1,12 €. Vous n'avez pas encore touché aux autres budgets de l'État, mais vous avez déjà réformé le ministère avec le plus gros budget de France. Il vous reste encore 168,3 milliards à trouver, 99,3% du déficit annuel. Vous avez résorbé 0,7% du déficit annuel en détruisant l'éducation nationale. Le deuxième budget, ce sont les intérêts de la dette, 60,3 milliards en 2024, que vous ne pouvez pas diminuer sans déclarer la faillite de l'État, la banqueroute. Le troisième, c'est l'armée, avec 50,8 milliards en 2023. Où trouvez-vous 170 milliards pour résorber le déficit chaque année? Il ne s'agit pas de diminuer le budget de la France de 170 milliards, puis l'année d'après, on revient aux dépenses précédentes. Le budget doit être diminué de 170 milliards au minimum, puis ne plus réaugmenter. Le problème n'est pas la mauvaise volonté des élus, quelle que soit leur affiliation politique. C'est la structure elle-même qui rend la solution proche de l'impossible. 2. La prétention du savoir. Tous les organismes vivants doivent rester en homéostase. C'est la capacité de l'organisme à stabiliser des variables critiques, comme la température ou la glycémie, via des boucles de rétroaction permanentes. On va faire simple. Pensez simplement au thermostat de votre maison. Quand la température baisse, il déclenche le chauffage. Quand elle monte, il le coupe. Le corps fait la même chose, mais pour des centaines de paramètres à la fois. Cet équilibre n'est jamais figé. C'est une stabilité dynamique, un ajustement constant. C'est l'effort invisible que vous faites simplement pour marcher ou tenir debout. Il n'est jamais parfaitement stable, car cette stabilité doit s'adapter en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de l'organisme, ce qui permet d'absorber les chocs et les efforts du quotidien. Lorsque la contrainte extérieure dépasse un certain seuil critique, comme une infection,
le système doit compenser. L'organisme se déplace vers une nouvelle plage de consignes par une réponse systémique de régulation, potentiellement un changement de structure interne. À nouveau, on va simplifier. Par exemple, votre corps va développer une fièvre pour lutter contre l'infection. C'est sa capacité à s'adapter en fonction de ce qui l'impacte qui lui permet de survivre face aux contraintes extérieures. La réaction homéostatique n'est pas suffisante. Plus un organisme est complexe, plus il doit anticiper. Chez les vertébrés, le besoin de prévoir est vital. L'adaptation aux vastes changements de température et de disponibilité de nourriture liés aux saisons, par exemple, ne peut pas se faire une fois que l'environnement a changé. Les mammifères et les oiseaux anticipent. C'est ce que l'on appelle l'allostase, maintenir la stabilité par le fait de changer. Sterling et Heyer définissent l'allostase comme la stabilité par le changement, c'est-à-dire une régulation prédictive et économe qui anticipe les besoins plutôt que de viser un simple retour à un point fixe. Pensez à un entretien d'embauche. Bien avant d'entrer dans la salle, votre cerveau a déjà lancé des simulations, prédit des questions, évalué les risques. Vous allez étudier l'entreprise, relire votre CV, préparer vos habits la veille ou vous lever plus tôt pour être prêt. L'équilibre de l'individu n'est plus le même car rester au même endroit n'est pas l'objectif. L'équilibre, c'est le changement en fonction des besoins. La vérité des besoins de l'individu sont relatifs à l'individu, certes, mais aussi au temps. Ce que nous tenons pour vrai aujourd'hui ne le sera plus dans un mois. Nos décisions ne sortent pas de nulle part. Plus un organisme est complexe, plus il doit prévoir à l'avance les potentiels changements dans l'environnement pour anticiper ses propres changements de comportement et de structure de vie. L'hiver arrive, je ressors mes gants, je mange plus gras, je me lève un peu plus tard et me couche un peu plus tôt. Pour nous maintenir en vie, nous devons continuellement changer. L'humain qui veut à tout prix conserver sa structure de vie passée ne peut pas survivre à l'avenir sans grande souffrance. Le changement et l'adaptation continuelle sont fondamentaux pour la survie. Si je m'attends à une baisse de revenus, je prévois de diminuer mes dépenses. Dans le même temps, je suis le plus à même de déterminer mes besoins propres en fonction de mes moyens. L'homéostase et l'allostase individuelle forcent chacun d'entre nous à anticiper du mieux que nous le pouvons et réagir pour changer nos comportements en fonction de l'évolution de l'endroit où nous vivons et de nos interactions sociales. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a une semaine, il y a un an, et certainement pas la même personne qu'il y a 10 ans. Mes comportements, mes habitudes, mes goûts ne sont plus les mêmes. Dans le même temps, je suis limité dans ma connaissance. Je peux essayer d'anticiper, mais ne voyant pas dans l'avenir, je me trompe. Se tromper sur des dizaines d'actions est quotidien et parfaitement humain. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Chacun d'entre nous recherche le contentement. Consciemment ou non, chacune de nos actions a pour but de nous y mener. Dans la pratique, être content est un état idéal rare. Lorsque nous l'avons atteint, il ne peut pas durer car notre organisme et le monde autour de nous changent continuellement. Pour redevenir content, il me faut changer encore et encore et encore. Ce changement devient plus difficile lorsque deux individus doivent s'adapter. Comme tous les autres singes, l'être humain est mu par le besoin social. La solitude de long terme est douloureuse. Sauf qu'à rare, le besoin d'un compagnon, confident, partenaire intime nous encourage à développer des relations amoureuses et sexuelles. La solidité du couple de deux humains ne se mesure pas en termes de ce qu'ils sont à l'origine, mais à la capacité du couple à changer en fonction des changements inéluctables des deux individus qui le composent. L'âge, la santé, les amitiés, la carrière professionnelle, les dynamiques de la ville, les goûts ou encore les envies vont changer. Si l'un des deux partenaires n'est pas en mesure d'accepter que les choses changent, la friction continuelle du groupe social va devenir trop intense pour assurer sa survie. Le couple ne peut survivre de manière bénéfique aux deux individus que si et seulement si l'homéostase et l'allostase du couple sont possibles. Seul un rapport de force dans lequel l'un des deux individus aurait un tel contrôle sur l'autre pourrait permettre une conservation artificielle et non bénéfique de la structure du couple. C'est l'une des raisons pour lesquelles le divorce doit être un droit fondamental. Non seulement lorsque le couple ne peut plus fonctionner, mais surtout empêcher a priori la stabilité par le changement ne peut mener qu'à une souffrance réciproque au sein du couple. La liberté de pouvoir sortir du groupe social est fondamentale pour garantir que le groupe social va fonctionner de manière homéostatique et allostatique. En tant qu'organisme biologique, l'être humain doit s'adapter à son environnement
créant de facto un relativisme extrêmement fort des besoins de chacun. La vie en Bretagne Nord n'est pas la même que dans le sud du Maroc. Ce n'est pas qu'une question de culture. On observe en anthropologie que la culture émerge en fonction de l'environnement et des conditions de vie. Un groupe d'animaux sociaux fonctionne de manière très similaire, ce qui est logique. Un groupe social fonctionne donc de manière organique. Dans un village, le nombre d'interactions sociales et de besoins d'adaptation à un environnement qui change rend vital un fonctionnement allostatique du groupe. Par l'interaction et les discussions, l'ensemble des habitants du village cherchent à trouver continuellement les meilleures décisions possibles pour sa continuité. Un village qui refuse le changement, qui fonctionne de la même manière en 2025 qu'en 1950, est condamné à mourir. Mais le changement, c'est difficile. Déménager dans une autre ville est une épreuve. Voir sa ville ou son village changer de visage avec le temps est aussi douloureux. 500 personnes dans un village ne vont pas être en accord sur tout, car chacun a aussi ses propres besoins à prendre en compte. C'est l'échange et la tentative de prendre en compte les besoins de l'ensemble du groupe qui peut permettre sa survie, mais il est très peu probable que les désaccords et les conflits internes ne mèneront pas à ce que certains partent. Gérer sa propre vie est difficile. Conserver un couple de manière solide à travers les changements de vie au cours des décennies nécessite un engagement complet des deux partenaires à changer. Parvenir à faire fonctionner un village ou une petite ville demande énormément de travail et de flexibilité de l'ensemble de ses membres. Cette nécessité allostatique explique pourquoi tout groupe social fonctionne de manière organique s'il veut durer. Dans The Logic of Collective Action, Menker-Olson démontre que plus un groupe est de taille limitée, plus ses membres recherchent le bien commun du groupe. En revanche, les membres des groupes sociaux les plus larges tendent à ne participer à la recherche du bien commun que s'ils ont un intérêt économique ou social individuel. Lorsqu'il y a un changement décidé par la municipalité, je vais aller voir ce qui se passe et donner mon avis et essayer d'échanger pour comprendre pourquoi ce changement est fait. Lorsqu'il y a un changement au niveau français ou au niveau européen, je me demande qu'est-ce que cela m'apporte. Ainsi, de manière qui peut sembler contre-intuitive, plus le groupe social est petit, moins on observe de comportements individualistes. Plus le groupe social est grand, plus les comportements égocentriques et individualistes sont exacerbés. Un simple village est un système complexe qui doit constamment s'adapter pour survivre. Mais à quel point cette complexité explose-t-elle quand on change d'échelle ? C'est là qu'on touche au cœur du problème de l'État moderne, un problème de complexité exponentielle. Imaginez, dans un groupe de 5 personnes, il n'y a que 10 relations bilatérales possibles. Dans un groupe de 50, il y en a déjà 1225. Et dans un pays de 70 millions d'habitants, heureusement que les 70 millions d'habitants n'ont pas besoin d'interagir, car le nombre de relations et d'interactions possibles devient astronomique. L'idée qu'un centre de commande, un gouvernement puisse connaître, comprendre et gérer cette marée d'informations en temps réel est une prétention du savoir. C'est là qu'apparaissent les deux dangers les plus profonds. Tout d'abord, la croyance qu'il existe un but final pour la société, un chemin tracé qu'il suffirait de suivre, une fin de l'histoire. Mais surtout qu'il est possible de mettre en place un plan global, qu'un groupe au pouvoir puisse décider pour une population, planifier ce dont les gens ont besoin. Pour Karl Popper, le grand soir ne peut que mener à l'autoritarisme. L'ingénierie utopique doit invariablement réprimer la critique raisonnable. La tentative de faire le paradis sur Terre produirait invariablement l'enfer. Cette idée d'un plan parfait, téléologique, est une prison. Face à une complexité qui tend à croire de manière exponentielle tout en nécessitant des changements continuels, la nature organique d'une société fait que toute tentative d'imposer une trajectoire commune, unique et rigide ne peut mener qu'à l'implosion. La France excelle à tenter de rendre la société lisible depuis Paris. On essaye de tout uniformiser. Même programme, même procédure, même catégorie, même politique. James C. Scott appelle cela la lisibilité de l'État. On uniformise la population avant tout pour que ce soit plus facile de gouverner la population. C'est utile pour lever l'impôt, mais destructeur pour l'adaptation de la population. Cette rigidité entre en collision directe avec le besoin fondamental d'adaptation que nous avons observé.
En refusant au système la liberté de s'ajuster organiquement, la planification centralisée le condamne non pas à l'ordre, mais à sa propre mort. Penser qu'un système aussi vaste et centralisé que la France puisse gérer une population de 70 millions de personnes est une prétention du savoir. C'est la loi de la variété requise de Ross Ashby. Pour stabiliser un système, le régulateur doit disposer d'une variété d'actions et d'informations au moins égale à celle des perturbations. Un centre ne l'atteint qu'en déléguant et en s'appuyant sur des boucles d'informations locales qui sont, elles, celles qui prennent les décisions. Cette idée a été modernisée par le physicien Geoffrey West. Les villes croissent de manière superlinéaire, les États de manière sous-linéaire. En clair, cela signifie qu'un État trop vaste accumule inertie et dette d'informations, tandis que les sous-unités, comme les villes, les régions et les petits pays d'une poignée de millions d'habitants, innovent. C'est une mécanique extrêmement similaire à ce qui est très bien connu en gestion des entreprises. 3. Le diagnostic. La France est absurde. À l'échelle d'environ 70 millions d'habitants, la France est l'unique grande démocratie européenne qui conserve un seul cœur législatif et exécutif. Ici, nulle région ne légifère. La règle générale, l'arbitrage budgétaire, l'impulsion administrative descendent du centre de Paris, du haut de la pyramide. Nous ne pouvons pas prévoir par des méthodes rationnelles ou scientifiques la croissance future de notre savoir scientifique. Nous ne pouvons donc pas prédire le cours futur de l'histoire humaine, nous dit Karl Popper. Ce fonctionnement pyramidal impose de tenter de prédire l'évolution de la vie de 70 millions d'individus. Cette rigidité empêche l'adaptation et le changement. Ailleurs, les pouvoirs et les contre-pouvoirs sont partagés. En Allemagne, la loi se répartit entre le niveau national et les Länder, qui participent à la norme et détiennent leur propre pouvoir législatif sur des champs déterminés. Au Royaume-Uni, Holyrood en Écosse, Cardiff au Pays de Galles et Belfast en Irlande du Nord votent des lois. En Espagne et en Italie, les communautés autonomes et les régions disposent de compétences législatives étendues. Mais au final, même ces grands États fédéraux ou dévolutionnaires fonctionnent mal. Ils fonctionnent mieux que la France, mais moins bien que les pays à taille humaine comme la République d'Irlande, ou les pays nordiques comme la Norvège et ses 5,6 millions d'habitants, la Suède et la Finlande et le Danemark. Tous ces pays ont des populations similaires à celles de la seule Bretagne, avec 4,9 millions d'habitants. La structure même de la France est une anomalie historique et administrative qui ne survit que par l'inertie de son passé non démocratique et une dette abyssale associée à une inflation folle. Notre singularité n'est donc pas d'être unitaire en soi, mais d'être unitaire à cette masse démographique et cette diversité des peuples soumis à une seule autorité. 70 millions d'habitants gouvernés par un seul centre législatif, exécutif et judiciaire. Les empires meurent de la même maladie, l'illusion que le centre peut tout comprendre et tout réguler. De Hayek à James Scott, de Karl Popper à Tocqueville, tous montrent que plus un État imagine maîtriser la complexité, plus il en devient victime. C'est cela le cœur de la crise, et le résultat est sous nos yeux. Plus aucun service public ne fonctionne correctement, tel qu'il devrait fonctionner. À l'école, il manque des milliers d'enseignants et leurs conditions de travail sont inacceptables. L'hôpital, des heures d'attente aux urgences. Les médecins et les aides sont débordés et épuisés, et ils n'ont pas assez de matériel. La santé, de manière plus générale, il faut 1 semaine pour voir un généraliste, 6 mois pour voir un dentiste. Les soins et les médicaments sont progressivement déremboursés depuis plus de 3 décennies. Et il est désormais nécessaire d'avoir recours aux mutuelles, c'est-à-dire des assurances santé privées en parallèle d'une dégradation des conditions de soins. La justice, les délais sont inacceptables pour un état de droit. Des suspects peuvent passer des années en prison sans être jugés alors qu'ils sont présumés innocents. La police, pas assez d'effectifs ni de moyens. La CAF, surchargée, il faut attendre des mois, parfois même des années, pour que des gens en grande précarité, voire malades ou handicapés, soient pris en charge. Pas une seule administration publique ne fonctionne correctement. Ce ne sont pas des pannes. La machine est trop grosse pour être adaptée ou réparée. 4. Que faire? Face à cette situation,
Si nous voulions sauver le système actuel, que faudrait-il faire? Premièrement, tout gouvernement qui présenterait un budget avec un seul centime de déficit devrait être censuré. Zéro déficit hors situation de guerre ou crise sanitaire sur le territoire français. La règle devrait être non négociable. Cela signifie effectivement que pour le budget de 2026, tout gouvernement qui proposerait moins de 171 milliards d'euros d'économies devrait être censuré. L'une des raisons de l'absence de budget à l'équilibre depuis 1974 est notamment liée à leurs prévisions basées sur des recettes fictives, qui sont anticipées, rarement réelles, 12 mois plus tard. Vous vous imaginez aller voir votre banquier et lui dire « Je sais que je gagne 20 000 euros cette année, mais pour l'année prochaine, je veux prévoir mon budget de dépenses avec 25 000 euros. » Il faut un budget basé sur les recettes réelles des années précédentes, c'est-à-dire la moyenne des recettes des 5 années passées, de N-5 à N-1. Pas sur des prévisions de croissance d'une année qui n'a pas encore eu lieu. Concrètement, le budget de 2026, voté en 2025, doit être basé sur la moyenne des recettes de 2020 à 2024, pas sur les prévisions de croissance d'une année qui n'a pas débuté. Si un pays ne peut fonctionner qu'en s'endettant, c'est la preuve qu'il est déjà en faillite. On siffle la fin de partie de l'irresponsabilité. Bien entendu, afin d'éviter une catastrophe financière et fiscale en cas de crise majeure, comme une guerre ou une très grave catastrophe naturelle, tout budget doit prévoir. On n'attend pas la crise pour la financer. Chine, Russie, États-Unis qui nous ignorent, Iran, nous ne vivons pas dans un monde utopique et les menaces sont réelles. On ne peut donc même pas toucher au budget de la défense. Tout budget pour 2026 doit prévoir, en accord avec les engagements internationaux, une dépense de la défense de 3,5% du PIB et 1,5% dans les services de sécurité interne, police, justice, réaction aux catastrophes naturelles. Soyons réalistes. Pensez-vous réellement que qui que ce soit pourrait se permettre une telle politique sans créer une violente révolte? Certaines manifestations deviennent violentes lorsqu'il s'agit de passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Réforme qui ne doit permettre que 10,3 milliards d'économies en 2027 en prévision officielle, non testée sur le réel, donc on peut s'attendre à moins de 10 milliards d'économies. Les plus grandes économies seraient réalisées sur le social parce qu'il représente 41% de l'ensemble des dépenses publiques. Des coupes massives devraient être faites immédiatement sur les pensions actuelles, la Sécu et toutes les aides sociales, en plus de la diminution massive des budgets de toutes les collectivités locales, transport public, transport scolaire, entretien des infrastructures et bien d'autres. Une telle action, aucun élu ne voudrait la réaliser, parce que les élus qui le feraient verraient leur carrière et leur vie détruites. Ceci est en revanche envisageable par une action conjointe de la BCE et du FMI qui l'imposerait en échange du rachat d'une importante partie de la dette. Mais le pire est qu'au final, tout cela ne servirait à rien, car le cœur du problème serait toujours présent. Ce qui marche, c'est de décentraliser l'essai-erreur. On arrête d'essayer de rendre la population lisible pour le centre. On encourage la lisibilité locale, on encourage l'allostase locale, on encourage la prise de décision politique, exécutive, législative et juridique locale. La France n'est pas réformable en l'état. Des rustines, même massives, ne résoudront rien. Bien entendu, les problèmes sont encore plus profonds que cette structure soviétique. La poursuite d'un télos national, la croissance à tout prix, la stabilité par décret, l'intérêt supérieur de la nation, la République comme essence supérieure, produit la même illusion de contrôle que ce que James Scott dénonce. On simplifie pour gouverner et donc on perd le réel. Il reste deux autres cancers fondamentaux qui doivent être traités. La course à la croissance et les politiques inflationnistes sont des conséquences logiques du modèle actuel. Il faut entrer dans les détails de pourquoi ce sont des politiques morbides avant de pouvoir proposer des solutions réelles et pérennes. Kenavo les singes.